Bonjour Eric Pierre. Bonjour Marc, comment vas-tu? Très bien et toi? Comme beaucoup de gens, un peu confiné, mais confiné dans mes montagnes, on va dire. Donc, ça pourrait être pire, je dirais. Mais bon, l'Alaska, la Sibérie, la Patagonie sont un peu loin en ce moment. Oui, oui, oui. Donc tu habites où? Dans quelle région? Ma famille, une partie de ma famille, du côté de ma mère, sont originaires de Haute-Savoie. Donc, mes parents avaient une maison en Haute-Savoie. Donc, j'ai quitté la région parisienne. J'ai vendu mon appart à côté de Versailles et maintenant, je suis définitivement installé ici en Haute-Savoie. D'accord. Ce qui me permet d'avoir un peu plus de place dans une maison que dans un appart. Donc voilà, j'ai repris la maison de mes parents qui sont décédés il y a quelques années. Donc je suis, on va dire, entre Genève et Chamonix. Donc j'ai un terrain de jeu quand même en montagne qui est pas négligeable, surtout par temps de confinement. Évidemment, faut se déplacer discrètement, mais sinon il y a de quoi faire. Ouais. Il me semble que tu as arrêté ton ancienne activité professionnelle pour te consacrer à la photo animalière Oui, uniquement. de formation, je suis ingénieur télécom. J'ai bossé pendant plus de 25 ans dans l'industrie, dans le télécom, chez Alcatel. Mais je voyageais toujours en parallèle, même énormément, en parallèle de mon activité professionnelle. Pour mon activité professionnelle de l'époque, on va dire, je voyageais en Asie, en Amérique du Sud, un peu partout. Mais je gardais toujours du temps pour la photo et mes propres voyages. J'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours voyagé depuis que j'ai toujours fait de la photo depuis que j'ai 14-15 ans et j'ai voyagé quand j'ai eu de l'argent pour voyager, que j'ai fini mes études et que j'ai commencé à bosser. Mais au fur et à mesure du temps, ça suffisait plus. À l'époque, j'emmenais pas des gens, mais je faisais de la photo et ça suffisait plus comme temps, même avec les RTT après, les congés sans solde, ça suffisait pas. Donc à un moment donné, il y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé quitter mon poste. Il y avait des plans sociaux favorables, on va dire, pour les gens qui créaient leur activité. Donc, j'ai créé mon activité et la première idée, c'était d'être photographe professionnel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, comme j'ai fait beaucoup d'expos à gauche, à droite, à Montier, en Belgique, à Namur, dans différents endroits, ici même en Haute-Savoie, les gens voyaient mes photos et ils me disaient qu'ils aimeraient bien venir avec moi dans les endroits où je vais. Donc, mes endroits de prédilection à l'époque, c'était l'Arctique, c'était le Kamtchatka, c'était l'Alaska, le Yukon, toutes ces régions-là. Et donc, du coup, j'ai décidé de rajouter à mon activité de photographe l'activité d'accompagnateur, guide. Je crée mes propres voyages sur la base de mes propres expériences. Et ça marchait un petit peu, mais les agences de voyage sont un peu parfois, comment dire, ont des comportements qui sont parfois un peu pas très honnêtes, entre guillemets. Donc, une fois que j'avais guidé pour eux ou on va dire, mes contacts, l'année d'après, ils pouvaient y aller tout seuls, quoi. Donc, Hmm. du coup, parce que j'ai quand même été parmi les premiers à aller dans certains endroits du monde, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc, c'est vrai que peu de gens allaient là-bas. Une agence, il faut qu'elle fasse des voyages reconnaissance, ça coûte cher. Donc, du coup, quand elle a quelqu'un sous la main qui y a été, c'est beaucoup plus facile. Donc, du coup, j'ai rajouté à mon activité de photographe l'activité de voyagiste. J'ai une licence de voyage, de voyagiste, d'agence de voyage. Donc, maintenant, en toute légalité, je vends mes propres voyages sur la base de mes propres expériences. Voilà. Donc, j'ai un site web qui montre tout ça et qui propose, sans trop de détails évidemment, après je rentre dans le détail quand j'ai les clients en face de moi, j'aime bien connaître les gens que j'emmène. Je propose en temps normal, hein, hors confinement, 3-4 voyages par an euh, avec 5, 6, 7 personnes maximum, de manière à bien pouvoir maîtriser la logistique et que les gens soient contents, pas être entassés à 10 dans un pick-up, quoi. Donc voilà, ça c'est l'activité que j'ai développée ces dernières années. Je peux emmener légalement des gens dans. Alors ça peut être des voyages sur demande. Naturellement, j'ai toujours été attiré par le Grand Nord, par le froid. Mais je vais aussi dans ces régions-là en automne, quand il fait un petit peu moins froid, et c'est très joli, les couleurs d'automne, comme en ce moment ici en Haute-Savoie. Et sinon, des voyages sur mesure. On m'a demandé il n'y a pas si longtemps la Namibie, le Botswana. Donc, c'est pas du tout des régions froides, mais j'ai monté les voyages comme si je les montais pour moi, avec des partenaires locaux, et les gens étaient absolument charmés de ce voyage.
Je fais des voyages de reconnaissance à titre perso pour des régions qui m'intéressent aussi. J'étais en Australie il y a 2 ans à peu près. Et donc, c'est aussi des réserves de voyage pour emmener des gens dans le futur. D'accord. Voilà le parcours. Ton site internet, c'est comment? Bah, mon site internet, tout simplement, c'est eric-pierre.com. www.eric-pierre.com, tiré du 6. Ok. En faisant une recherche Eric Pierre sur Google, on tombe dessus parce qu'il est bien référencé. La preuve, c'est que j'ai beaucoup de clients étrangers, pas que des Français que je rencontre à Montier ou ailleurs. Oui. J'ai des clients allemands, des clients italiens, des clients américains. Donc le site est assez bien référencé, donc les gens viennent vers moi naturellement. Tu proposes aussi des stages en France? Alors, pas trop en France, parce que naturellement, naturellement, je suis plutôt attiré par des régions lointaines. Mais disons que, à titre perso, pour pas aller trop loin des fois en Europe, avec mon ami Martine, on a été dans le delta du Danube et on a été aussi en Espagne. Et récemment, enfin, je devais aller avant le confinement en Slovénie, donc je propose des stages pas trop lointains, on va dire. C'est en Europe, hein, c'est aller en Roumanie, j'y étais moi-même en bagnole, c'est rien du tout. Aller dans le delta du Danube, dans les Carpates pour les ours. Le delta du Danube, évidemment, c'est les oiseaux. Pour l'Espagne, c'est les loups, hein, essentiellement, parce que là-bas, il y a un rapport avec les loups qui est très différent de chez nous. Donc, c'est rechercher des loups, beaucoup d'oiseaux aussi, il y a des rapaces énormément. Donc là, c'est pas très loin, hein, c'est jamais qu'à une journée de voiture, une journée et demie de voiture. Donc, je propose des stages dans ces régions-là. Et en Slovénie, je devais aller en Slovénie, j'avais été invité par un type que j'avais rencontré à Montier, qui a là-bas des affûts. Et je devais aller, il m'avait invité chez lui pour voir comment étaient ses affûts, je devais y aller cet été. Malheureusement, la Slovénie était un peu drastique sur les conditions de rentrée. Il fallait un test PCR et tout. Donc, du coup, j'ai pas vraiment pu y aller. Mais le projet est toujours en cours. Et dernière chose où j'innove quand même pas mal, parce que je ne vis pas sur les voyages que je connais très bien. Beaucoup de gens sont attirés par le Kamtchatka, par la Patagonie, par les pumas, évidemment, dans les montagnes. J'étais quasiment le premier à aller là-bas. J'ai proposé des croisières en Arctique. J'ai ici en région Rhône-Alpes et surtout à Chamonix, j'ai rencontré un guide en mangeant un soir une fondue à Chamonix qui, avec un groupe d'amis, ont acheté un bateau polaire, donc dans les années à venir, en 2021, 22, 23 peut-être. Donc en tout cas à partir de 2021, on est en capacité, on a un bateau de 24 mètres d'emmener et préparé pour l'Arctique, d'emmener des gens alors, sur une terre qui m'affectionne beaucoup, c'est Ellesmere, hein, l'extrême nord canadien, entre Ellesmere et le Groenland, voire le passage du nord-ouest. Donc, sur les traces historiques des grands explorateurs. Et pour voir les animaux, évidemment, que j'ai beaucoup de guides inuits que je connais par là-bas, qui peuvent nous amener au plus près des animaux. Donc, ça, c'est aussi des projets que j'ai pour le futur. Quel matériel tu utilises? Eh bien, les gens qui viennent avec moi, mes clients, tout le monde est libre d'apporter son matériel. Il n'y a absolument pas de ségrégation de ce point de vue-là. J'essaye de connaître le matériel de tout le monde. Mais moi, traditionnellement, depuis 30 ans à peu près, hein, j'ai du matériel Nikon. Donc, ça me serait difficile de changer de matériel compte tenu de tous les accessoires et les objectifs que j'ai. Donc, des fois, il y a des hauts, des bas chez Nikon. Bon, faut accepter les bas. Après, il y a des hauts, on va dire. Donc, j'ai du matériel Nikon. Ces dernières années, compte tenu des difficultés qu'on a d'emmener du matériel en cabine, avant, on pouvait voyager avec du matériel en cabine, on ne regardait pas trop le poids. Maintenant, c'est un peu plus restreint. Donc, j'essaye de m'orienter vers du matériel pas trop lourd. Donc, par exemple, chez Nikon, il y a une gamme qui a été développée, c'est la gamme PF, hein, avec des lentilles de Fresnel. Hein, chez Canon, c'est la gamme DO. Chez Nikon, ça s'appelle PF. Donc, par exemple, là, j'ai un 300 mm PF. Donc, le 300 mm pèse 600 grammes. Donc, 600 grammes, c'est même pas le poids d'un 70-200. Donc, ça, évidemment, c'est un peu court pour l'animalier, mais ici, pour aller en montagne, ça va très bien. Ça allège le sac. Plutôt que de prendre aussi un gros 500 très lourd, j'utilise un 200-500 qui est pas trop mauvais. C'est un zoom même assez bon. Hein, pas toujours être à pleine ouverture et à pleine focale, mais sinon
c'est très très bon. Il est relativement léger, donc j'utilise ça. Et dans la même gamme PF, chez Nikon, ils ont aussi un 500 mm qui pèse 1,4 kg, ce qui est quand même pas mal, parce que j'ai aussi un 500 mm VR classique de chez Nikon, qui vaut 4, et il pèse 3 kg, alors que l'autre pèse 1,4 kg. Donc, ayant eu des expériences comme ça, pas très positives, en Australie, par exemple, pour voyager de Singapour à Darwin, on est limité à 6,5 kg, 7 kg en cabine. Donc là, il y a des choses à faire. Et aussi dans des hydravions au Canada, sur la Colombie-Britannique. Pour prendre un hydravion, il pèse carrément ton sac. Et évidemment, si tu dépasses, tu montes pas. Et ça m'est arrivé de ne pas monter dans l'avion à cause du poids de mon sac. Évidemment, je ne pouvais pas en laisser. Et donc, je suis très attentif maintenant au poids du matériel. Évidemment, j'ai du matériel, par exemple, dans les zooms grand angle, hein, j'ai un 14-24 Nikon, mais il pèse 900 grammes. Donc, je préfère prendre un 24 fixe qui pèse 350 grammes. Voilà. C'est des choix à faire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne voyage plus avec la même quantité de matériel en cabine qu'on voyageait avant. Alors, en soute, il n'y a pas de problème, on peut payer des excédents de bagages, toujours payer, 600 $ par excellent, je veux dire, mais en cabine, non, ça passe jamais. Ou alors, voyager en business, mais là, c'est plus du tout les mêmes tarifs, quoi. Donc, du coup, même en mettant des objectifs dans mes poches et tout pour passer discrètement lorsqu'on va contrôler le poids des bagages, bon, on peut pas passer discrètement avec un 500 dans sa poche, quoi. Donc, je suis très attentif maintenant au poids du matériel. Tu as quoi comme sac photo actuellement? Sac photo, alors il n'y a pas de sac idéal, hein. J'ai fait beaucoup d'achats de sacs photo depuis 20 ans, 30 ans. Le poids du sac photo lui-même est important. Donc maintenant, je suis attentif au poids à vide du sac photo. Donc pendant très longtemps, j'ai acheté des sacs chez Loe Pro. Loe Pro, je sais pas si on dit Loe Pro. J'ai eu mais c'est des sacs qui n'existent plus maintenant, mais bon, c'est des gros sacs, c'est comme les Pro Trekker ou comme les Pro Runner, des trucs comme ça. Mais j'ai d'autres sacs un peu plus légers, plus anciens, parce que j'ai l'impression que plus les sacs sont récents, plus on rajoute des choses et plus ils sont un peu lourds. Donc, je suis amené des fois à reprendre des anciens sacs qui sont beaucoup plus légers. Alors peut-être moins costauds, mais entre un sac moins costaud et pas possibilité de monter dans l'avion, je suis quand même bien obligé de prendre le sac qui est le plus léger possible. Donc j'ai un des premiers Pro Runner ou Pro Trekker, quelque chose comme ça. Et bon, il n'est pas très neuf, hein, il a peut-être 10 ans, 15 ans, mais parmi tous ceux que j'ai, j'en ai 4 ou 5 des sacs. C'est le plus léger. En plus, comme je prends du matériel qui est un peu moins lourd, j'ai moins besoin de sacs dont la longueur est très grande. Hein, j'ai pas besoin d'un sac qui peut emmener un 600 mm par exemple en longueur. Donc, je peux me contenter de sacs un peu moins longs, on va dire. Donc, un peu moins lourds. Cette contrainte de poids n'est apparue que depuis, on va dire, 5, 6, 7 ans à peu près. Il y a 25-30 ans, quand je voyageais dans mes premiers voyages, je voyageais même avec des péliquaises. Et péliquaises, pourtant, c'est pas léger, en cabine, et on me disait rien. Maintenant, il y a des compagnies, surtout des compagnies anglo-saxonnes. Tant qu'on fait un transatlantique ou qu'on va en Sibérie, qu'on fait un Paris-Séoul pour remonter après vers Vladivostok, il n'y a pas de problème, c'est des gros avions. Dès l'instant où après on a des avions un peu plus petits, c'est beaucoup plus difficile. Même sur Air France en classe éco, faut pas dépasser les 11 kilos. 11 kilos, ça arrive vite hein, avec du matériel. Très intéressant. Bon, mais écoute, présente-nous tes photos. Oui, alors j'ai fait une petite. Alors juste un petit dernier mot hein, quand même. J'ai fait un bouquin il y a quelques années, pas si longtemps, hein, 3-4 ans, qui résume. C'est un bouquin avec des jolies cartes hein, à l'ancienne. C'est un bouquin il y a 300 images et du texte. Hein, c'est pas simplement un portfolio. Ça raconte une quinzaine d'années de voyage dans les régions que j'affectionne beaucoup. Et il y a des cartes hein, qui permettent de bien voir les choses. Je raconte mes aventures avec mes guides, hein, parce que tout ça ne se pourrait pas se faire si j'avais pas des guides qui connaissent parfaitement les animaux et qui, au fur et à mesure du temps, apprennent à connaître, on va dire, les méthodes des photographes. Parce qu'un guide inuit, lui, il a l'habitude d'aller chasser, on va dire, le phoque ou le bœuf musqué, mais il n'est pas du tout attentif
enfin, pas qu'il n'est pas attentif, il est évidemment attentif aux gens qui l'emmènent, mais il ne sait pas forcément comment se positionner par rapport à la lumière, ce qui est très important, et à quel moment photographier. Donc l'approche est toujours la même, hein, évidemment. En tant que chasseur, il s'approchait des animaux. Par contre, il faut qu'il positionne un peu ses motoneiges par rapport à la lumière. Ça, c'est important. Et donc, je raconte ça un peu dans ce livre. Pareil pour la Sibérie ou la Patagonie. Donc, quelques photos. Alors, j'espère que la manip va bien marcher. Donc, quelques images pour illustrer tout ça. On va commencer d'abord par une région que historiquement je connais depuis un petit moment, l'Arctique canadien. Alors je suis allé dans différents endroits dans ces régions-là depuis les années 90, fin des années 90. Ici, le détroit de Lancaster, fin du mois de juin, la banquise s'ouvre. Les belugas, les narvals et autres mammifères marins viennent chercher le krill au fond de ces ouvertures. C'est un moment assez particulier pour observer tout ça. On peut même plonger avec eux si on est équipé. Les animaux sont très curieux, ils tournent autour de vous. C'est une expérience assez remarquable. Ah, j'étais un petit peu vite sur celle-ci. Donc, on change de saison. Le mois d'avril, à Ellesmere, extrême nord canadien, dernière île avant le pôle Nord. Là, on voit à gauche, c'est un iceberg prisonnier dans la glace. En bas à droite, on voit la banquise gelée. La banquise est de moins en moins épaisse, on va dire. Il y a encore quelques années, une banquise pouvait faire 2 à 3 mètres d'épaisseur, pardon. Maintenant, elle gèle de plus en plus tard et quand on a une banquise, on va dire d'1 mètre d'épaisseur, on est déjà assez content. Donc, le nord du Canada, Ellesmere, je vais là-bas depuis une trentaine d'années et j'emmène 2-3 clients sur ce voyage-là. On ne peut pas en emmener plus du fait de la logistique qui est compliquée. On peut observer quasiment toute la faune de l'Arctique, ici les bœufs musqués. On peut observer également évidemment des ours polaires. Ceux-là n'ont pas été photographiés à Ellesmere, mais plutôt dans le détroit de Lancaster, comme on a vu tout à l'heure. Ici, on voit la logistique pour une personne, un photographe, 2 traîneaux, 2 guides inuits et tout ce qu'il faut, le barda pour une dizaine de jours, la nourriture, les réchauds, l'essence. On dort le soir dans des cabanes, comme ça, sur la banquise, évidemment. La cabane, quand on arrive, des fois, il faut déblayer la neige qui est à l'intérieur. Le temps de la chauffer, il faut un petit moment. Donc, on voit là le traîneau avec les réserves d'essence pour une autonomie sur au moins 400 km. Des bœufs musqués, on voit énormément de bœufs musqués dans ces régions-là. Là, j'ai eu beaucoup de chance pour faire cette photo qui a été primée au BBC Wildlife en 2011. On va là-haut, évidemment, aussi pour voir le loup arctique, qui est devenu très médiatique depuis quelques années, on va dire. Mais il y a 20 ou 30 ans, quasiment personne, premièrement, ne connaissait Ellesmere et deuxièmement, s'intéressait au loup arctique, à part des biologistes et des photographes, éventuellement américains. Voilà, dans les traces des motoneiges, c'est un petit peu comme ça qu'apparaît venu nulle part le loup. Les loups voient très peu d'humains, donc en fait sont pas sauvages et donc sont même curieux et approchent assez facilement. Bon, faut rester prudent, c'est un animal sauvage quand même. On ne sait jamais les réactions. Les Inuits me disent toujours d'être sur mes gardes. Voilà, traîneau, le traîneau, des fois les traîneaux avec les motoneiges, des fois ça tombe en panne, il faut refroidir la motoneige. Alors là, il y a un traîneau avec, on voit sur le deuxième traîneau un peu ce qu'il faut pour la logistique. Quand j'emmène 2 ou 3 clients, évidemment, il y a autant de traîneaux que de clients, plus le traîneau pour la logistique, l'essence, etc. Donc, on est tout de suite à 2-3 guides inuits, plus 2-3 traîneaux, 2-3 motoneiges. Ça fait une logistique importante, c'est pour ça que j'emmène rarement plus de 2 ou 3 personnes. Typiquement, le paysage d'Ellesmere, des fjords profonds, des montagnes, la partie ouest du Canada, du Nunavut. La partie est, du Nunavut est très montagneuse. Ça rend très photogénique ces régions-là, contrairement à la partie est du Nunavut qui est complètement plate. Devon Island, la terre de Baffin et Ellesmere sont vraiment très spectaculaires de ce point de vue-là. Campement sur la banquise avec une belle ambiance, une belle lumière. Voilà, une toile de tente. On dort évidemment sous la tente. Sur des pots de caribou et dans des gros sacs de couchage. Maintenant, on va passer à une autre région du monde que j'aime bien, le Kamtchatka, région volcanique.
On va là-bas pour observer les volcans. Ici, la caldeira d'Uzon. Il y a à peu près 35 volcans actifs là-bas. Et une caldeira qui est la caldeira d'Uzon et la vallée des geysers, qui ressemble un peu au Yellowstone, mais avec beaucoup plus de liberté pour se déplacer par rapport à l'Amérique du Nord. Pas oublier les autochtones qui de plus en plus nous permettent comment dire, de voir des danses traditionnelles. Évidemment, du temps des soviétiques, il était hors de question de faire ce genre de démonstration. Maintenant, avec un peu de chance, on peut régulièrement en été trouver 2-3 fêtes à gauche à droite au Kamtchatka pour pouvoir les observer dans leurs habits traditionnels. Kamtchatka, c'est des volcans. Ici, le volcan Mutnovski avec une cascade. C'est assez impressionnant. C'est volcan actif. Donc, c'est toujours intéressant du point de vue pour les personnes intéressées par la géologie et le volcanisme d'aller là-bas. Je pars régulièrement avec 5, 6, 7 clients dans ces régions-là. Tous reviennent complètement émerveillés par ce pays. Vraiment, le Kamtchatka, c'est l'Alaska en plus des paysans. L'Alaska, les îles Aléoutiennes, en plus des paysans encore. Là, c'est des images de la caldeira d'Uzon. On voit bien les zones volcaniques avec les fumerolles. Au premier plan, des marmites de boue. Évidemment, le Kamtchatka, on ne peut pas aller là-bas sans voir les ours. Donc, la plupart des gens viennent là-bas du reste pour voir les ours. Et bien, en plusieurs jours, on peut très très bien observer des ours. Ça te prête à des images parfois cocasses comme celle-ci. Les ours sont jamais très très loin. En fait, c'est pas nous qui les approchons, c'est eux qui nous approchent. On se cale à un endroit à l'embouchure d'une rivière où il y a des saumons et les ours viennent pêcher les saumons et sont autour de nous. On est accompagné de rangers évidemment, mais je vais là-bas depuis fin des années 90, seul ou avec des clients. Enfin, avec des clients un peu plus tard évidemment, mais jamais j'ai vu un comportement on va dire agressif d'un ours dès l'instant où il a son saumon à pêcher. Le volcan Klyuchevskoï, c'est le plus haut sommet d'Asie et donc du Kamtchatka, évidemment, il est en activité. On voit tout en bas la cabane dans laquelle on est hébergé. Ça donne une idée de l'altitude. Bon, des ours, toujours très intéressant. Il y a des comportements. On reste là-bas suffisamment longtemps pour avoir de belles lumières, observer différents comportements dans différents endroits. C'est toujours très génial de les observer. Retour sur les volcans. On voit ici l'oxyde de fer, toujours très impressionnant. Il y a de quoi faire avec des grands angles. Là, c'est photographié au fisheye en l'occurrence. Et donc, les ours toujours présents. Autre région du monde où j'adore aller, c'est le Chili. Donc là, on a des images du nord du Chili, Atacama, la zone du désert d'Atacama. À droite, on voit des dessins faits par des populations qui transitaient par ces régions-là il y a très 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 longtemps, bien avant l'arrivée des Espagnols, et il y a des traces de leur passage. Évidemment, on voyait le ciel avec les constellations. C'est une région qui est absolument pas. Il y a très peu de pollution lumineuse, un petit peu dans le fond là-bas en bas, ça doit être une grande ville, Canama peut-être, ou Atacama. Mais sinon, on peut observer le ciel vraiment d'une pureté limpide. Voilà, ça c'est dans le salar d'Uyuni, les cactus géants, pareil, de nuit. Évidemment, avec un ciel parfaitement étoilé. Le nord du Chili est très 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 volcanique. On passe la frontière avec la Bolivie et on peut observer par des zones où vraiment, là, on voit une marmite de boue séchée. On voit un peu là-bas, en bas, des fumerolles photographiées au fisheye. C'est aussi très actif, moins attendu qu'au Kamtchatka ou Yellowstone. C'est plus ponctuel, mais par contre, c'est très, très, très spectaculaire avec de très belles images. Donc, je vais en Patagonie pour les pumas, bien évidemment. J'y vais depuis pas mal d'années. J'étais un des premiers à montrer qu'on pouvait photographier des pumas dans ces régions-là. Je connais bien les guides locaux qui nous permettent de nous approcher en toute sécurité et surtout sans déranger les pumas. Ah, une dernière image
Ils sont un petit peu, pas forcément dans le bon ordre. Dernière image du nord du Chili et avec la frontière bolivienne. On voit très bien l'oxyde de fer de ces zones volcaniques. On revient donc sur la Patagonie. L'image le matin, on voit la lune qui va se coucher et le soleil qui commence à se lever sur les tours de Torres del Paine. Une région que je connais bien, donc j'y vais depuis un moment. Les clients qui viennent avec moi dans ces régions-là sont vraiment époustouflés par la beauté des paysages. C'est très sauvage. On observe là ici la rivière Paine, donc, et dans le fond les tours de Torres del Paine, toujours au fisheye. J'aime bien photographier au fisheye quand il y a vraiment de la matière pour photographier. Photographie de nuit des pumas, c'est un petit peu moins autorisé maintenant, c'est même faut des autorisations spéciales pour faire ça. Pour ce genre d'image, j'avais utilisé donc une lampe que Jama m'avait confectionnée, qui permet de piloter à distance par signal radio un projecteur, de manière à mettre de la lumière. On voit à gauche, en bas à gauche, la carcasse sur laquelle le puma vient la finir. C'est en général les pumas chassent le jour et reviennent la nuit pour prendre leur on va dire ce qui reste des carcasses si les condors n'ont pas tout dévoré au passage. Donc puma en pleine action qui avait vu un guanaco. Donc les pumas restent tapis la journée. C'est rare qu'ils chassent la journée. Il faut vraiment qu'il ait faim ou que ce soit une femelle avec des petits. Là on le voit en pleine course. Ce qu'on peut constater, c'est que la couleur du puma se confond parfaitement, la fourrure du puma se confond parfaitement avec l'environnement et des fois, on peut passer à côté sans s'en rendre compte. Lui, il ne bougera pas, mais il est dans les fourrés et il faut être très attentif si on veut vraiment les trouver. Donc voilà, ils sont très très vifs et très puissants. Donc évidemment, le guanaco était de l'autre côté de la piste. Il a traversé la piste sans trop s'occuper de nous parce qu'il avait en ligne de mire le guanaco pour se nourrir. Et les clients qui étaient avec moi ont été assez abasourdis par la scène qui s'était déroulée en une fraction de seconde. On peut observer aussi d'autres animaux, hein, suivant l'époque à laquelle on voyage par là-bas. J'ai voyagé en hiver, en été, au printemps, austral, tout ça. Donc là, ce sont des ibis à face noire qui viennent surtout là-bas au printemps, donc pour nous, au mois d'octobre. Autre région complètement différente, Colombie-Britannique. On va là-bas pour observer un animal très rare, l'ours esprit. Depuis pas mal d'années, j'ai rayonné dans ces régions-là. Il n'y a pas que les animaux, il y a vraiment comment dire, un aspect culturel pas négligeable du tout. Et faut s'y intéresser parce que il y a, on va dire, 30 ans en arrière, les autochtones n'avaient plus le droit du tout de faire de statues, de totems et puis de pratiquer leur danse rituelle. Maintenant, on va dire qu'avec depuis 20 ou 30 ans, depuis les années 80, en fait, on revoit de nouveau des totems, des sculptures, et c'est vraiment, vraiment intéressant de partager avec eux ces lieux et leur culture. Donc l'ours esprit, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un ours noir qui a un pelage blanc. C'est pas du tout un albinos, c'est un gène récessif, et donc on peut les observer que sur 2 ou 3 îles de Colombie-Britannique. Donc évidemment, c'est le territoire des Indiens locaux, des Amérindiens. Il faut évidemment leur permission, et c'est eux qui connaissent bien les endroits pour nous y emmener. Un jet de stellaire, il n'y a pas que des ours, il y a beaucoup d'autres animaux à observer, des oiseaux, des mammifères marins. Là, on voit de nouveau un ours esprit qui mange un saumon. Il y a énormément d'otaries à fourrure, otaries de stellaire et beaucoup de mammifères marins. Il y a des orques, il y a beaucoup de différents... il y a vraiment de quoi faire pour le photographe animalier. Un ours noir, évidemment. Comme l'ours esprit est un ours noir, il côtoie les autres ours, qui sont des ours noirs à pelage noir. Il n'y a pas trop de bagarre entre eux, simplement, il ne faut pas que l'un ait envie de piquer le saumon de l'autre. Voilà, dans des ambiances un petit peu, comment dire, entre chien et loup, si on peut dire, étant donné qu'il s'agit d'un ours. Voilà, je pourrais montrer beaucoup d'autres images, mais on va peut-être rester là parce que
Sinon, ce serait beaucoup trop long à tout vous montrer. Vous pouvez aller voir sur mon site web. Il y en a à peu près 300 à 400. Et donc, je vous invite à aller le voir et puis éventuellement à me recontacter, soit pour voyager avec moi, soit simplement pour me poser des questions sur ces régions-là ou sur la photo, la technique photo, le matériel photo que j'utilise. Voilà, Marc, j'en ai terminé. Ok, super, Eric. Eh ben, écoute, c'est vraiment superbe. Faut compter combien de temps pour aller pour un voyage avec toi? Eh bien, Euh, c'est on va c'est dire bien. que ça va dépendre on va dire, on peut rester. Il y a deux choses on va dire, qui bornent le temps. Euh, on va dire la logistique. Hein. Par exemple, aller à l'Esmer, c'est une logistique qui est très compliquée. Déjà, pour arriver là-bas, il faut au moins 3 jours d'avion quand tout se passe bien. Donc, on reste au moins 10 jours sur la banquise. Il faut rajouter 2-3 jours d'acclimatation en arrivant. Il n'y a pas des avions tous les jours. Donc, par exemple, un voyage à l'Esmer, il faut compter entre 3 semaines à peu près. Aller au D'accord. Kamchatka, les contraintes ne sont pas les mêmes. Kamchatka et Patagonie. Kamchatka, on est sur de la logistique à base d'hélico. On a des avions assez directs pour aller au Kamchatka en passant par Moscou et puis après Vladivostok, pardon, Petropavlovsk, ou par Séoul et Vladivostok. Donc là, il n'y a jamais qu'une journée ou deux d'avion. Sur place, on reste. Alors j'ai plusieurs formules, suivant que les gens veulent à tout prix voir que des ours. Je leur fais voir quand même un peu de volcanisme. Mais sinon, il y a des gens qui veulent voir vraiment un ensemble. C'est dommage d'aller si loin, à 10 000 km de Paris, sans rester longtemps. Donc au minimum, on va dire, on peut rester 10 jours, mais on peut rester 21 jours, 3 semaines à peu près. Voilà. Le minimum, c'est quand même 10 jours. La Patagonie, si on va observer uniquement les pumas, ça peut rentrer dans, on va dire, une dizaine de jours. Paris, sachant qu'on reste peut-être une semaine là-bas. Je fais une extension dans le nord, les photos qu'on a vues, Caldera, désert d'Atacama et Salar de Uyuni, il faut rajouter une semaine. Donc si on fait à la fois le sud, la Patagonie et le nord, il faut compter 2 semaines et demie. Donc on va dire qu'après je peux faire des voyages sur mesure pour des gens qui ont beaucoup de temps ou des photographes professionnels. J'emmène aussi des photographes professionnels. Disons que les gens, ils sont un peu aussi limités par leur congé s'ils sont en activité. Donc, on va dire, faut compter quand même en moyenne 2 semaines. Voilà, entre 2 semaines et 3 semaines et demie, voire 4 semaines. Mais le minimum, compte tenu de la logistique et des distances à couvrir, le minimum, c'est 2 semaines. Sachant que les guides avec lesquels je travaille avec toujours les mêmes guides depuis une vingtaine d'années. Euh, Ils connaissent bien leurs affaires, ils travaillent avec des équipes de télé parfois, même souvent pour certains. Donc, ils savent, et en plus, ils côtoient les animaux régulièrement. Les autochtones, par exemple, là, on voit encore l'ours esprit. Les autochtones de Colombie-Britannique voient des ours esprits toute l'année. Pour eux-mêmes, ils voyagent dans leur territoire, donc ils savent les habitudes des ours. Et les ours vont à peu près toujours au même endroit. Donc, on est à peu près sûr des endroits où on va, donc ce qui permet quand même d'essayer d'optimiser le temps. À titre perso, quand je fais des voyages de reconnaissance, évidemment, moi je pars un mois parce que je ne sais pas au devant de quoi je vais. J'ai pas fait part d'images d'Australie, mais j'ai parcouru le nord d'Australie. Ça demande beaucoup de temps pour faire des repérages. Par Ok. contre, quand je vais avec des clients, évidemment, on essaye d'aller directement à l'essentiel. Et je te dis, une quinzaine de jours, 10 jours, 15 jours, voilà, c'est le temps moyen d'un voyage. On peut rester plus longtemps si les gens sont disponibles et si vraiment ils veulent voir quelque chose de particulier. J'ai des programmes établis à l'avance évidemment, mais je peux très bien, comme je connais parfaitement les guides locaux, on peut très bien définir avec des clients un voyage spécifique sur mesure suivant ce qu'ils veulent, ou ils veulent rester dans la région un peu plus longtemps pour voir d'autres choses. Voilà. Ok. Ok, Eric, tu peux nous remettre la caméra? Bon, merci Eric Pierre, et puis à bientôt alors. Oui, bah de toute façon, on ne peut pas se voir cette année à Montier, mais peut-être à Millau, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Allez, salut. Et ciao. Merci.